Je pense que tu te prépares à un examen difficile, pas à un mariage, Anne-Marie. Tu es trop concentrée, dit son amie, à un peu plus d'un mois du mariage. N'est-ce pas censé être une période de bonheur et d'insouciance? Heureusement qu'il y a des gens pour s'occuper de toutes les difficultés. La mariée a souri et haussé les épaules, je peux m'occuper de tout moi-même. Mon mariage est l'événement le plus important pour moi, après tout. Mais en réalité, elle ne s'inquiétait pas de la fête à venir. Elle pouvait facilement confier l'organisation de son mariage à des spécialistes. L'argent n'était pas un problème. Payer et être insouciante et heureuse jusqu'à l'enregistrement, car comme on dit, si un problème peut être résolu avec de l'argent, alors ce n'est pas un problème. Anne-Marie avait l'argent, mais elle ne pouvait pas résoudre le problème qui se posait à elle avec leur aide, et elle n'avait personne à consulter. C'est l'inconvénient de la richesse. Il est difficile de faire confiance à qui que ce soit et il est effrayant de montrer ses faiblesses. Et si quelqu'un décide de profiter de vous pour servir ses propres intérêts? C'est ce dont son défunt père l'avait mis en garde. Dans sa jeunesse, il a souffert plus d'une fois de sa propre naïveté, de sa croyance en l'amitié désintéressée. Oui, les choses auraient été différentes si ses parents étaient encore en vie. Anne-Marie ne se souvenait que vaguement de sa mère. Elle est morte alors que la fillette n'avait que 3 ans. Son père ne s'est jamais remarié. D'une part, il ne voulait pas avoir une belle-mère pour sa fille, et d'autre part, il était déjà riche et avait peur qu'on profite de lui. Il avait appris d'une expérience amère et doutait que les femmes qui essayaient de l'impressionner s'intéressaient vraiment à lui et pas seulement à son argent. Il y a bien eu quelques relations, mais il semble qu'elle l'ait toute déçue avant le mariage. Il a donc vécu comme un veuf, disant à tout le monde que son seul amour était mort, et que son seul attachement était pour sa fille. Certes, il s'occupait d'Anne-Marie, mais celle-ci, aimant inconditionnellement son père, s'efforçait de vivre de manière à ne pas le décevoir en quoi que ce soit. Elle a fait d'excellentes études, a obtenu son diplôme avec mention. Lorsque son père lui annonça qu'il voulait l'envoyer à l'étranger pour poursuivre ses études, elle pleura pendant plusieurs jours. « Papa, comment peux-tu faire cela? Comment seras-tu ici sans moi? Et comment serais-je sans toi? Je ne veux pas partir, comme s'il n'y avait pas de bonnes universités ici. Dans notre ville? C'est hors de question. Cela signifie que nous devrons nous séparer de toute façon, et en Europe, il n'y a pas seulement un haut niveau d'éducation, mais aussi la sécurité. Épargnez mes vieux nerfs. Anne-Marie ne pourra jamais refuser à son père. Ses paroles ont force de loi. Et comme la jeune fille s'en persuade, il a toujours raison. Cependant, ce n'est qu'après avoir terminé avec succès ses études à l'étranger qu'elle s'est rendue compte qu'elle était probablement partie en vain. Elle trouve son père malade. Non, Monsieur Friedberg n'est pas à l'hôpital. Il était, comme toujours, joyeux, actif, et même les changements extérieurs n'étaient pas si visibles. Et il ne disait rien à sa fille de sa maladie. Mais les médecins venaient souvent les voir avec méfiance. Parfois, Monsieur Friedberg se rendait dans différentes cliniques. À partir de ces bribes de conversation où les mots chimie, radiation et couteau gamma revenaient souvent, il était facile de comprendre que le père d'Anne-Marie était atteint d'un cancer. Il finit par ne plus cacher la vérité. Oui, ma fille, c'est grave, mais attends. Il n'y a rien d'irréparable. Les meilleurs médecins me soignent. Je tiendrai encore quelque temps. Ne vaut-il pas mieux que tu partes à l'étranger maintenant, dit-on en Israël. Arrêtez. Bien sûr, je peux aller sur la Lune si je veux. Mais je ne veux pas quitter mon entreprise. Tu commences tout juste à travailler. Et bien que tu sois une fille intelligente, si je te laisse tout faire maintenant, tu n'auras aucun soutien. Je dois te laisser en toute confiance que tu seras heureuse et que tu pourras subvenir à tes besoins. Il n'est donc jamais allé nulle part et, à la maison, soit les meilleurs médecins n'ont pas pu faire face à la situation,
soit la maladie a décidé de faire des ravages et a commencé à se développer rapidement. Bientôt, l'état de M. Friedberg s'aggrave et c'est l'heure des longues conversations confidentielles entre le père et la fille. Ma pauvre petite fille, ce n'est pas de ma faute si je t'ai laissée complètement seule, a déclaré M. Friedberg. Tu aurais pu être mariée à l'heure qu'il est. J'aurais regardé ton fiancé au microscope, mais maintenant quoi? Tu te marieras de toute façon, mais je crains que tu ne trouves pas la bonne personne. Ne dis pas ça, papa. Tu vivras encore longtemps, dit la fille en essayant de retenir ses larmes. Que Dieu me préserve d'une telle vie. Si j'étais un chien, il m'aurait piqué et endormi, et tu dis longtemps. C'est ainsi que le père d'Anne-Marie est mort il y a 2 ans, la laissant seule. Et maintenant, elle avait vraiment besoin de ses conseils parce qu'elle allait se marier. Elle avait l'impression d'épouser quelqu'un de bien et d'aimant, qui n'avait pas besoin de son argent, mais elle avait encore des doutes. Elle a rencontré Jeff par hasard. Anne-Marie se rendait parfois dans un petit café près de son bureau pour se distraire et s'asseoir seule avec une tasse de café. Ses collègues le savaient et essayaient de ne pas la déranger pendant ces moments. Mais un jour, sa solitude a été interrompue par un beau jeune homme. Au début, Anna-Marie n'en a pas été ravie, mais il était gênant de le chasser immédiatement, d'autant plus qu'il ne semblait pas la déranger. C'était juste une personne qui voulait aussi prendre un café. Et il n'y avait pas de table libre. C'est tout. Il la regarda avec intérêt, mais qu'y avait-il d'étrange à cela? Elle était belle, et il n'y avait rien d'étrange ou de suspect à ce qu'il lui pose une question. Le fait d'être assis l'un en face de l'autre en silence n'était pas très agréable. Ils avaient à peu près le même âge et appartenaient à la même couche sociale, et ils devaient avoir des sujets communs. Le jeune homme avait emporté avec lui un livre d'un auteur très connu qui venait de sortir, et il évoqua cet ouvrage qu'Anna-Marie n'aimait d'ailleurs pas beaucoup. Comment 2 amoureux des livres ne pourraient-ils pas engager la conversation? Ils passent d'un livre à l'autre, puis à un 3e, et Anna-Marie regarde sa montre. Elle avait presque passé 1 heure sur sa pause. Je suis désolée, je dois me remettre au travail. Il n'y a rien à faire. Le travail avant le plaisir, dit la jeune fille. Oh, je suis juste venue ici pour prendre un café, et du coup, mais nous avons vraiment eu une conversation très intéressante. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui partage vos goûts. Peut-être que nous nous verrons après le travail, d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée, je ne connais même pas votre nom. Anna-Marie, et moi Jeff. Votre nom est rare et beau. C'est ma mère qui l'a inventé. Mon père voulait m'appeler Anna, mais ma mère a décidé qu'Anna était trop court, et qu'Anna-Marie était parfait. Et c'est vraiment original. J'aime bien. Et je l'aime aussi. Ta mère a bon goût. Anna-Marie ne lui dit pas que sa mère et son père ne sont plus là. Elle n'en avait vraiment pas le temps cette fois-ci. Mais les conversations de ce genre allaient se multiplier, animées et intéressantes, car ils décidèrent de se retrouver le soir même, mais dans un endroit plus présentable. Anna-Marie, de plus en plus attirée par Jeff, hésite à dévoiler toutes ses cartes. Mais sa prudence s'avère excessive. Il ne cherchait pas de riches héritières. Il s'est avéré que lui-même n'était pas pauvre. Son père dirigeait une entreprise à l'étranger, et Jeff lui-même gérait l'une de ses succursales en ville. Il vivait avec sa mère, ce qui était assez étrange pour un homme de son âge, mais à un moment donné, il a fait allusion aux problèmes de santé de sa mère, qui ne lui permettaient pas de vivre complètement seul. Le fait est que la maladie de ma mère ne nécessite pas de traitement. C'est une maladie chronique avec laquelle on peut vivre longtemps sans trop souffrir. Mais il est impossible de la guérir complètement, soupire Jeff, et Anna-Marie s'excuse de sa curiosité. Elle se souvient bien de la maladie de son père et comprend l'inquiétude que suscite la santé d'un proche. Leur relation se développe rapidement. Anna-Marie s'étonne seulement que son bien-aimé ne l'invitait jamais à la maison.
Mais cela s'explique très simplement. Ils avaient vécu à l'étranger pendant un certain temps et vendu leur appartement ici. Ils ne voulaient pas en acheter un nouveau. Ils rêvaient de leur propre maison, qu'ils avaient déjà trouvée, mais qui avait besoin d'être rénovée. Nous logeons actuellement dans une chambre d'hôtel avec ma mère. La chambre est très belle, bien sûr, mais tu sais, ce n'est pas très convenable d'inviter sa petite amie à l'hôtel, explique Jeff à Anna-Marie. Anna-Marie est d'accord avec cette explication et s'en accommode parfaitement. D'ailleurs, l'attitude de Jeff à son égard était sérieuse. Lorsque Jeff l'a demandé en mariage un jour, Anna-Marie n'a même pas été surprise, comme si elle l'attendait depuis longtemps. La jeune fille accepta, mais demanda que le mariage ait lieu 3 mois plus tard, et non plus tôt. Jeff a trouvé cette demande étrange, mais elle a expliqué plus tard qu'elle avait besoin de temps pour se préparer et qu'il y avait trop de tâches à accomplir dans un avenir proche. À cette époque, Jeff savait déjà que sa bien-aimée vivait seule dans sa grande maison. Ses parents étaient décédés. Une fois la demande en mariage faite et la date du mariage fixée, rien ne les empêchait de vivre ensemble, si ce n'est que la mère de Jeff était très dépendante de lui. Une fois qu'il est devenu incontestable que leur vie était à jamais liée, Jeff a expliqué son problème à Anna-Marie. Tu vois, elle est sourde et muette. Il ne faut pas croire que c'est un défaut génétique. Elle est tombée gravement malade dans son enfance, c'est tout. Elle peut vivre avec, mais c'est difficile, surtout quand elle est seule. Imaginez qu'elle ne puisse pas téléphoner pour demander un service dans un hôtel, et qu'elle ne comprenne pas quand quelqu'un lui parle, explique tristement Jeff. Anna-Marie a été surprise et a demandé et elle ne peut pas comprendre en lisant sur les lèvres, et elle ne peut pas parler elle-même, se souvenant de certains films sur les personnes sourdes et muettes. Non, malheureusement, elle a dû apprendre dès l'enfance, et ses parents n'étaient pas riches. C'étaient des gens très simples. La jeune fille a survécu, Dieu merci, et le fait qu'elle n'entende pas n'est pas si important. D'ailleurs, elle a un problème de corde vocale. Elle ne peut pas parler et ne peut pas lire sur les lèvres. Nous communiquons entre nous par des gestes. Nous nous comprenons parfaitement. C'est une femme très charmante, je vous l'assure. Anna-Marie sourit et dit, je serai heureuse de la rencontrer, et nous pourrons communiquer avec elle par l'intermédiaire d'un traducteur, c'est-à-dire par votre intermédiaire. Je n'ai jamais douté que vous seriez compréhensif sur tout. Jeff poussa un soupir de soulagement et fit immédiatement sa demande. J'ai vraiment envie de vivre avec vous, mais comment puis-je laisser ma mère? Tu es d'accord pour qu'elle reste avec nous dans ta maison pour l'instant? Anna-Marie accepta. Même si cette demande ne suscita pas beaucoup d'enthousiasme. Jeff l'a sans doute compris. Je comprends. Tous les jeunes veulent vivre séparément de leurs parents, mais ma situation est un peu différente. D'ailleurs, je pense que lorsque notre maison sera en ordre, je pourrai engager quelqu'un, comme une aide-soignante, une accompagnatrice, bref, une femme avec une éducation spéciale, qui vivra avec ma mère de façon permanente. Anna-Marie est désolée pour son futur mari et sa mère. Eh bien, Jeff, je ne suis pas du tout fâchée que ta mère soit avec nous, et je suis sûre que nous nous entendrons très bien. Et ton père, il ne viendra pas ici juste pour rendre visite à sa femme? Jeff s'assombrit encore plus. Non. Les choses sont très compliquées avec mon père. Tu vois, quand ils se sont mariés, il est probablement tombé tellement amoureux que ses défauts n'ont pas été perçus comme quelque chose de terrible, et ils ont vécu assez bien. Et puis, à quoi bon bavarder? Il est juste tombé amoureux et ne l'a pas caché, et ma mère n'est pas du genre à vivre avec quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est pourquoi nous sommes partis. Je n'ai avec lui que des relations professionnelles et ma mère n'a aucune relation avec lui. Après de telles révélations, Anna-Marie ne pouvait certainement pas refuser. Elle se sent obligée de dire tout de suite à son bien-aimé qu'elle attend sa mère. Il était temps qu'ils se rencontrent, et la maison était grande, il y avait assez de place pour sa belle-mère et ses futurs enfants. Le lendemain,
Jeff arriva avec sa mère. C'était une femme très agréable, belle, bien coiffée et très jeune. Anna-Marie ne peut même pas dire qu'elle les prendrait pour frères et sœurs, bien qu'il n'y ait pas de ressemblance particulière entre la mère et le fils. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Anna-Marie elle-même n'était pas comme sa mère, elle répétait tout à la manière de son père. La mère de Jeff était assise à la table avec un beau sourire, l'air légèrement embarrassé et confus. Elle ne comprenait rien à ce que disait Anna-Marie. Jeff traduisit et la mariée regarda leurs mains s'agiter. Les mains de la mère étaient petites et fines, et il était agréable de les voir palpiter, même si Anna-Marie était quelque peu déçue de ne rien comprendre. Il faut sans doute que j'apprenne leur langue. Il faut que je puisse communiquer avec ma belle-mère si mon mari n'est pas là, pensa-t-elle. Néanmoins, Anna-Marie ne pouvait admettre l'avantage de sa position sans une certaine joie. Beaucoup de ses connaissances se plaignaient du caractère grincheux ou scandaleux de leur belle-mère. Mais elle n'aurait pas ce problème. C'est déjà bien. Une femme discrète et menue ne gênera pas le jeune couple. Elle sera presque invisible dans la maison. Anna-Marie a même pensé à proposer à Madame Carter de rester avec eux pour toujours. Ce serait sûrement agréable pour elle et Jeff. Ce dernier est si affectueux envers sa mère, et bien qu'ils disent qu'ils finiront par l'installer dans leur maison, il est clair qu'il n'en a pas envie. C'est ainsi que leur vie commune a commencé. Au début, cela n'a pas semblé étrange ou pesant. La mère de Jeff ne dérangeait vraiment personne. Cette petite femme aérienne flottait presque dans la maison, souriant gentiment à Anna-Marie ou faisant des gestes mystérieux à son fils. Parfois, il traduisait ses paroles à son fiancé. Parfois, il se contentait de les ignorer. Apparemment, Madame Carter avait dit quelque chose qui ne concernait que son fils et non sa future épouse. Mais plus le mariage approchait, plus la jeune fille se sentait mal à l'aise dans cette vie silencieuse avec sa belle-mère. La mère et le fils communiquaient de plus en plus souvent dans leur propre langage muet, totalement inaccessible à Anna-Marie. Et Jeff ne prenait pas toujours la peine d'expliquer de quoi il parlait. Nous parlons de nos propres affaires, ne faites pas attention. Il faisait souvent un signe de la main, et sa mère souriait tranquillement. Et pour Anna-Marie, ce n'était plus un sourire doux, mais un sourire empoisonné. Parfois, Anna-Marie avait l'impression que la mère de Jeff comprenait tout ce dont il parlait. C'était au moins désagréable. À un moment donné, Anna-Marie a décidé qu'elle devrait apprendre le langage des signes pour pouvoir comprendre ce qu'il disait. Au début, elle pensait qu'elle pourrait apprendre à communiquer, pour améliorer ses relations avec sa belle-mère. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de ces connaissances pour une toute autre raison. Peut-être que ses futurs parents ne cachent rien. Mais pourquoi Jeff ne se dépêche-t-il pas de traduire ce qu'il dit à sa mère? Qu'est-ce que cela veut dire que cela ne la concerne pas? Elle n'est pas une étrangère, et s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ne pas expliquer de quoi ils parlent? C'est tout simplement impoli. Deux personnes s'assoient et communiquent dans une langue incompréhensible à un tiers, et celui-ci regarde de l'une à l'autre avec confusion. Anna-Marie ne veut pas affronter Jeff directement, mais elle n'a pas non plus l'habitude de s'inquiéter en silence. Elle savait comment résoudre tous les problèmes et, avec celui-ci, elle allait s'en sortir. Après avoir consulté un certain nombre d'annonces, elle se rendit compte qu'il était beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère que la langue des signes. Il y avait très peu de professeurs. Mais elle a eu la chance de trouver un arrangement avec une femme âgée très gentille qui donnait des cours. Elle vivait à proximité et était prête à s'adapter à n'importe quel horaire, car elle était déjà à la retraite et n'avait apparemment pas beaucoup d'élèves. Après s'être mise d'accord au téléphone avec Madame Kuhn, Anna-Marie s'est rendue chez elle pour la première leçon le lendemain. Pour être honnête, je ne sais pas si je serai capable d'apprendre cette matière assez complexe. J'ai vu comment les sourds communiquent. Cela semble si difficile pour moi. Eh bien,
Ils l'ont appris et tu l'apprendras aussi. Je suis sûre que tu réussiras, surtout avec moi. Je suis un professeur expérimenté. J'ai travaillé dans un internat d'orthophonie pendant de nombreuses années. J'ai enseigné à beaucoup de gens, des enfants et des adultes, et tout s'est bien passé pour tout le monde. Et quand pouvons-nous commencer à apprendre? Aujourd'hui, si vous voulez, vous verrez que ce n'est pas si difficile. Peut-être que vous apprendrez vite. Le prix vous convient-il? J'espère. Le professeur demanda, un peu gêné, car le prix n'était pas négligeable. Oui, c'est très bien. Anna-Marie répond. Si vous avez lu les annonces, vous savez sans doute que je ne fais pas payer plus que les autres. J'aurais peut-être demandé moins, mais j'ai besoin de cet argent, vous comprenez, et pas seulement pour moi. Il y a des problèmes qui ne me permettent pas d'être moins cher, a déclaré le professeur. La première leçon était une introduction. Anna-Marie a aimé la façon dont Madame Kuhn l'a menée. Elle expliquait tout, évidemment, et renforçait ses paroles par des gestes de ses mains âgées, mais très souples et expressives. On aurait dit qu'elle captait même des mouvements familiers. Vous êtes une élève merveilleuse, lui a dit Madame Kuhn. Je suis sûre que nous réussirons bientôt tout ce que nous entreprenons. Vous êtes un excellent professeur. C'est très intéressant et instructif d'étudier avec vous, répond Anna-Marie en souriant. Elles étaient contentes l'une de l'autre et riaient. Mais leur conversation fut interrompue par l'apparition soudaine d'un garçon de 5 ans. Il salue l'invité inconnu avec un sourire et s'excuse. Mario, s'exclame l'institutrice, tu es déjà debout? J'étais en classe, mais c'est terminé. Nous allons bientôt manger. Reste dans ta chambre pour l'instant. D'accord, répond le garçon, est-ce que je peux regarder la télé un peu? Non, pas encore. Après le déjeuner. Veux-tu te joindre à nous? Madame Kuhn demande à Anna-Marie. Non, merci beaucoup. Je dois y aller, refuse la femme. Le petit garçon, apparemment intéressé par l'élève de sa grand-mère, demanda, tu reviendras? Oui, j'aurai la prochaine leçon demain, répondit Anna-Marie en souriant. Le petit garçon lui plaisait aussi. Plus tard dans la soirée, elle regarda son futur mari et sa mère avec une nouvelle perspective. Leurs gestes ne lui semblaient plus dénués de sens. Elle ne comprenait toujours pas de quoi ils parlaient, mais elle sentait l'importance de leur conversation et son besoin d'intimité. D'une certaine manière, Jeff a senti la différence chez Anna-Marie. Il mit rapidement sa mère au lit, seul avec Anna-Marie, il lui fit des reproches. Tu nous surveilles de si près aujourd'hui. Vous ne comprenez pas que cela peut être blessant pour une personne handicapée comme ma mère? Tu crois que je l'ai offensée? Je m'excuserai demain. Mais ne comprends-tu pas que cela peut être blessant pour moi quand tu parles comme si je n'étais même pas dans la pièce avec toi? Demain, j'inviterai une amie et je commencerai à parler allemand avec elle. Tu ne connais pas l'allemand, n'est-ce pas? Tu ne seras pas vexé? Oh, tu es vexé? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Nous parlions de la santé de ma mère. Suis-je censé vous traduire les résultats de ces examens? Pourquoi pas? Vous ne pensez pas que je m'intéresse à sa santé? Vous pensez que je suis sans cœur? D'accord, nous ne serons plus aussi inattentifs à votre égard. Désolé, répond Jeff. L'air irrité. Nous ne sommes pas encore mariés et il y a déjà tant de malentendus entre nous. Des secrets, des offenses, se dit Anna-Marie, inquiète. Elle aimait Jeff et rêvait d'une famille, d'enfants, surtout après avoir rencontré le petit Mario. Pour la première fois depuis longtemps, elle touche une tête chaude et soyeuse, échange quelques mots avec l'enfant. Elle ne veut même pas penser à une éventuelle rupture avec son bien-aimé, mais elle comprend que sa mère peut devenir un sérieux obstacle à leur bonheur. La simple présence de cette femme silencieuse, qui semblait si mignonne à la première rencontre, était maintenant extrêmement désagréable.
Mais elle ne pouvait pas en parler à son fiancé, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas non plus laisser entendre que Madame Carter ferait mieux de s'installer dans sa propre maison. Jeff ne lui a-t-il pas encore trouvé une compagne? En se rendant à son prochain cours avec Madame Kuhn, Anna-Marie ne se rend pas compte de la raison pour laquelle elle est entrée dans la pâtisserie et a acheté une boîte de pâtisserie. D'un côté, il n'y a rien d'étrange à cela. Non seulement elle va en cours, mais elle visite aussi une maison où vit un petit enfant. Peut-on se rendre dans une maison où vivent des enfants les mains vides? Bien sûr que non. Et en regardant dans un magasin pour enfants, elle a acheté un jouet, un joyeux gnome. Rien d'extraordinaire, mais le petit garçon sera content. Ni sa grand-mère ni ses parents, s'ils sont chez eux cette fois, ne seront offensés, je l'espère, se dit-elle en remarquant qu'elle n'avait remarqué aucun signe de la présence d'autres adultes dans l'appartement, à l'exception de Madame Kuhn. La vieille institutrice remercia Anna-Marie pour les friandises. Mario était heureux. Il serra le gnome contre sa poitrine, la remercia et lui dit « Je peux dormir avec lui, s'il te plaît ?» « Bien sûr que tu peux. »« Je suis sûre qu'il t'enverra des rêves magiques, » répondit Anna-Marie. Et le garçon courut dans sa chambre. « Merci, mais pourquoi avez-vous dépensé autant ?» lui demanda Madame Kuhn, un peu gênée. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'était pas une dépense importante. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il fallait non seulement payer, mais aussi donner en retour pour l'éducation et le traitement, sinon ce n'est pas efficace, plaisante Anna-Marie. Et pourquoi as-tu acheté un jouet ? Mario ne t'apprend rien. Ce n'est pas vrai. Le fait est que j'aime les enfants et que j'aime acheter des jouets, et comme je n'ai pas encore mes propres petits, je n'ai personne à qui les acheter. Je devrais donc être reconnaissante à Mario de me permettre d'éprouver cette joie. Et il t'aime bien, Anna-Marie. Pauvre petit garçon, il aime toujours communiquer avec des femmes plus jeunes que moi. C'est la nostalgie de sa mère. Sa mère, ma belle-fille, est morte en couche, il ne l'a donc jamais vue, et mon fils, comme toute mère, je voulais le voir heureux. Et que s'est-il passé ? Il est devenu veuf très jeune. 1 an plus tard, j'ai commencé à l'exhorter à trouver une femme, mais il n'a pas écouté. Il est devenu très découragé, et les choses ont été difficiles pour nous. Il y a 2 ans, Patrick est parti travailler dans le Nord dans le cadre d'une affectation de longue durée et a disparu. Les recherches n'ont rien donné. Depuis, il est présumé mort, mais je n'y crois pas. Des larmes inattendues remplissent les yeux de la vieille dame. Anna-Marie toucha la main de Madame Kuhn avec sympathie, voulant lui dire quelque chose d'encourageant, mais elle l'arrêta. Cela suffit. Commençons à étudier. Vous me payez, pas pour l'histoire de ma vie. Tu comprends maintenant pourquoi je dois travailler à mon âge ? Elles étudièrent presque tous les jours, et Anna-Marie apportait toujours de petits cadeaux pour l'institutrice et son petit-fils, en suppliant Madame Kuhn de ne pas le lui interdire ou de l'en empêcher. Je t'ai dit que cela me faisait plaisir ? Et puis j'ai l'impression de faire des progrès, tu ne trouves pas ? Oui, sans aucun doute. Tu es une élève très douée. C'était vraiment le cas, qu'il s'agisse des capacités d'Anna-Marie ou de sa volonté d'apprendre rapidement la langue secrète de Jeff et de sa mère, mais cela l'aidait à progresser. En classe, il pouvait maintenant communiquer pleinement avec Madame Kuhn en utilisant le langage des signes, et parfois la jeune femme demandait à l'enseignante de lui dire simplement quelque chose avec ses mains, observant attentivement ses mouvements, essayant de déchiffrer chaque mot. Je comprends donc que vous voulez apprendre non pas tant à parler qu'à écouter, devine la dame âgée. Eh bien, c'est votre droit, et je veux vous dire que non seulement les gestes, mais aussi le visage joue un rôle important dans cette compréhension. C'est l'expression. C'est l'expression du visage. Certains concepts peuvent changer de manière significative grâce à l'articulation. Il faut donc observer non seulement les mains, mais aussi le visage. Après un mois de ces leçons,
Anna-Marie avait effectivement fait des progrès significatifs dans la compréhension de la langue des signes, mais elle essayait de ne pas le montrer à la maison. En d'autres termes, elle essayait de paraître aussi délicate que possible et ne regardait pas Jeff et sa mère lorsqu'ils ne communiquaient pas correctement. Elle avait peur de mal comprendre une phrase et d'en tirer une conclusion erronée, ou pire encore, de se dévoiler. Elle ne s'est pas empressée d'abandonner les cours de Madame Kuhn, mais la raison est différente aujourd'hui. Elle ne veut pas se séparer de Mario. Elle était si fière que le garçon l'attende et soit heureux quand elle lui rendait visite. Est-ce que sa grand-mère lui permettrait de venir chez eux comme ça, alors qu'il n'y avait plus besoin de leçons? Un jour, estimant qu'elle pouvait désormais comprendre l'essentiel des conversations de sa parente, la jeune femme décida de prêter attention à leur prochaine conversation. Il faut dire que la récente délicatesse d'Anna-Marie avait considérablement émoussé la vigilance de Jeff et de sa mère, avant qu'ils ne soient convaincus qu'elle ne comprenait rien. Mais après que les filles eurent cessé de les regarder et de leur demander des éclaircissements au cours de leurs dialogues animés, elles se sont montrées tout à fait calmes, parlant au moment qui leur convenait. C'est ainsi que la première conversation à laquelle elle assista provoqua chez Anna-Marie un tel choc qu'elle eut du mal à se contenir. « Je suis tellement fatiguée de jouer le rôle d'une mère muette. Vous croyez que c'est facile pour moi de savoir que vous vous amusez dans la chambre de votre fiancé, fait remarquer Madame Carter. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Beaucoup de choses en dépendent, et je ne te néglige pas non plus, a répondu Jeff. Quand aura lieu votre mariage? Et combien espérez-vous en tirer? Nous en aurons assez pour longtemps. Nous pouvons nous passer de nos spectacles pendant une année entière. Oh, j'espère que je n'oublierai pas la langue pendant cette période. Anna-Marie n'a même pas fini de regarder et a rapidement quitté le salon pour ne pas se trahir. Elle n'avait pas l'intention de dénoncer les fraudeurs toute seule, qui sait de quoi ils sont capables, s'ils se rendent compte que leur secret est éventé. Mais comment a-t-elle pu tomber dans le panneau? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé d'en savoir plus sur son fiancé, ses affaires, sa mère, etc. Le fait qu'il se préoccupe de sa mère a-t-il vraiment eu un tel effet sur elle? Ils étaient des escrocs, bien sûr, sans égal dans leur domaine. Mais que devait faire Anna-Marie à présent? Il est clair qu'elle doit aller à la police et rapporter les messages. Quelle honte! Mais il vaut mieux être embarrassé maintenant que de se retrouver sans rien après le mariage. Le lendemain, Anna-Marie s'est rendue au poste de police et a parlé des escrocs qui étaient venus chez elle. L'enquêteur était ravi, comme s'il avait reçu un cadeau coûteux. Des muets chez vous? Nous les recherchons depuis longtemps. Ils sont rusés, opèrent dans différentes villes et suivent tous le même schéma. L'un d'entre eux fait semblant d'être sourd et muet, ce qui suscite la pitié et la sympathie. Ils communiquent de telle manière que personne ne peut comprendre quoi que ce soit, et en fait, ils ne sont pas du tout muets ou sourds. Ils chantent comme des rossignols lors des interrogatoires et des procès. Et ils ne sont pas mère et fils, n'est-ce pas? Demande Anna-Marie. Mère et fils? Malheureusement non. Il s'agit d'un groupe de criminels. Elle n'a que 12 ans de plus que son soi-disant fils. Ils sont amants. Excusez-moi de vous le dire. Mais vous avez fait un travail fantastique pour les comprendre. Vous avez même pris la peine d'apprendre leur langue. J'espère qu'ils n'en savent rien. Non, je ne leur ai rien dit, répond Anna-Marie d'une voix tremblante. Oui, elle était honteuse, offensée et désolée de son bonheur inachevé. Elle aimait tant Jeff et lui faisait confiance. Comment pourrait-elle faire confiance à quelqu'un maintenant? Je vais envoyer un groupe tout de suite et nous allons nous occuper de ces escrocs. Ils répondront de tous leurs actes, dit l'enquêteur d'un ton ferme. Et ne vous inquiétez pas. Tout se terminera très bien pour vous. Il y a eu des cas très tragiques dans leur biographie. Anna-Marie attendit que sa maison soit débarrassée de tous ses parents défaillants et n'y entra qu'ensuite. Bien sûr, la première chose qu'elle a faite a été de pleurer à chaudes larmes dans sa chambre. Ensuite,
Elle a fait appel à une entreprise de nettoyage pour débarrasser la maison des traces de ce séjour criminel. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est débarrassée des malfaiteurs et a décidé de remercier celui qui l'a aidée à éviter un grave danger. Elle apporta des bonbons, des fruits et un jouet et se rendit chez Madame Kuhn pour lui dire toute la vérité sur la raison pour laquelle elle devait prendre des leçons. La vieille dame et Mario étaient tous deux heureux de voir Anna-Marie. Ils ont envoyé le garçon jouer dans sa chambre et les femmes ont discuté avec plaisir dans la langue qu'elle venait d'apprendre. Madame Kuhn félicita Anna-Marie de s'être débarrassée d'un grave danger, mais Anna-Marie fut soudain bouleversée par la boîte de médicaments qu'elle avait remarqué que son professeur prenait apparemment, et son apparence n'était pas très saine non plus. Je ne vous l'ai jamais demandé, Madame Kuhn, mais vous semblez avoir un problème de santé. Oh là là, soupire tristement l'enseignante, j'ai traversé tellement d'épreuves au cours des 5 dernières années que même une personne plus forte en serait morte. Ma belle-fille bien-aimée est morte, mon fils a disparu et mon petit-fils est devenu orphelin. Où peut-il trouver du soutien maintenant? Parfois, je me couche en me demandant si je me réveillerai le lendemain matin. Je n'ai pas peur pour moi, mais pour le petit Mario. Nous sommes seuls au monde. Qui s'occupera de lui si je... Oh, ne dites pas ça. Vous avez peut-être besoin de médicaments, messieurs les médecins. Dites-le-moi tout de suite et j'essaierai de les trouver et de les obtenir. Merci. Mais pourquoi vous préoccuper de moi? Eh bien, il se trouve que vous êtes devenu plus proche de moi que de n'importe qui d'autre au cours des 2 derniers mois. Je suis seule moi aussi, et je n'ai personne dont je puisse m'occuper. Je pensais qu'il y aurait une famille, un mari, des enfants. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors ne cache rien. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Tu as encore une longue vie devant toi. Malheureusement, ça n'a pas marché. Au bout d'un certain temps, Mario a appelé Anna-Marie à son travail et lui a dit, en pleurant, que sa grand-mère était très malade. Anna-Marie s'est précipitée chez eux. Madame Kuhn était encore consciente, mais elle était si malade qu'elle ne pouvait même pas appeler une ambulance. Anna-Marie l'a fait pour elle. Alors qu'elles attendent les ambulanciers, la vieille dame murmure, « Ne laisse pas Mario. » Anna-Marie, ne le laisse pas. Ils emmènent bientôt la vieille enseignante à l'hôpital, et Anna-Marie emmène l'enfant effrayé avec elle. Pendant le trajet, Mario demandait sans cesse si sa grand-mère irait mieux, si on l'enverrait à l'orphelinat, et quand papa reviendrait-il? Ne t'inquiète pas, Mario. Tout ira bien. Je vais m'occuper de toi, lui répond Anna-Marie. Mais elle était elle-même très effrayée et inquiète, et ce n'était pas en vain. Quelques jours plus tard, on lui a téléphoné pour lui annoncer le décès de Madame Kuhn. Anna-Marie doit s'occuper des funérailles. Elle commença à formaliser sa tutelle sur Mario, ce qui semblait être une tâche très difficile, car elle n'était pas de sa famille. Mais Anna-Marie a usé d'argent et de relations, et finalement, Mario a été placé chez elle sur des bases légales. Anna-Marie s'est ensuite mise à la recherche d'une nounou pour l'enfant, car elle devait travailler et ne pouvait pas rester constamment à la maison. Avec tous ses soucis, Anna-Marie a un peu laissé filer ses affaires. Sans sa vigilance, les revenus baissent et il ne fait aucun doute que des concurrents veulent s'emparer de son entreprise. D'ailleurs, Anna-Marie ne tarde pas à soupçonner la présence d'un traître dans ses rangs. Mais qui au juste? Elle soupçonne sérieusement son adjoint. Un homme qui a travaillé avec son père et qui jouit d'une confiance illimitée. L'affaire était-elle vraiment contre lui? Et c'est comme s'il savait qu'il était sur le point d'être démasqué. Il tente de parler lui-même à Anna-Marie et de l'assurer de sa loyauté dans l'entreprise, mais cela ne fait que confirmer les soupçons de la patronne. Inutile de vous justifier, Ben. Une réunion de tous les membres actuels du conseil d'administration aura lieu dans quelques jours. Nous y parlerons de ce qui se passe. Vous comprenez que je ne peux pas tout laisser en l'état. Mais la réunion n'a pas eu lieu, et l'adjoint n'a pas été démasqué.
Anna-Marie a eu un accident de voiture à cause d'un problème de frein. La jeune femme n'est pas décédée, mais elle a subi une grave blessure à la colonne vertébrale et a perdu la capacité de marcher. Les médecins ont tenté de la réconforter en lui disant qu'avec un traitement et une rééducation compétents, elle se rétablirait sans aucun doute. Mais Anna-Marie est tombée dans une profonde dépression. Aujourd'hui, la question est de savoir jusqu'à quel point elle souhaite se rétablir, a déclaré son médecin traitant en secouant la tête lors d'une conversation avec des collègues. Pendant ce temps, Anna-Marie doutait de la possibilité d'une guérison. Trop de choses lui sont arrivées ces derniers temps. Un accident dans sa vie personnelle, puis la mort de Madame Kuhn, peut-être la seule personne qui la comprenait et sympathisait avec elle. Ensuite, un sentiment de solitude totale, un problème au travail, l'incapacité de se fier à qui que ce soit et une perte totale de confiance en tout et en tous. Après tout, elle a dû faire face à une nouvelle trahison. L'accident ne s'est pas produit comme ça. Il a été organisé par son adjoint, un homme qu'elle connaissait depuis de nombreuses années et en qui elle avait confiance. Il s'est avéré que l'enquêteur a finalement pu restaurer les données de l'enregistreur vidéo, qui était également endommagé. Oui, Ben a été démasqué et il a rapidement admis qu'il voulait devenir l'unique propriétaire de l'entreprise et qu'il avait décidé de tuer la fille de son défunt camarade, pour les funérailles duquel il avait pleuré si sincèrement. Aujourd'hui, il recevra sans aucun doute le châtiment mérité, mais cela sera-t-il plus facile pour Anna-Marie elle-même? Elle a souffert non seulement physiquement, mais aussi moralement. Elle était terrifiée à l'idée de devenir une personne sans défense, et elle était terrifiée à l'idée qu'elle pourrait facilement la priver de la garde de Mario et l'envoyer dans un orphelinat. Anna-Marie est tombée dans une profonde dépression. Désespérée, elle avait déjà décidé de tout abandonner. Après tout, il lui reste encore un peu d'argent. Elle peut vivre le reste de sa vie sans avoir besoin de rien. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de grand-chose pour l'instant, juste du salaire d'une infirmière, d'une femme de ménage et de médicaments. Elle a assez d'argent pour un certain temps. Que se passera-t-il ensuite? Eh bien, cela n'a plus d'importance. Elle a travaillé si dur, s'est occupée de la prospérité de l'entreprise, et maintenant, apparemment, tout s'est arrêté. Tout le monde l'a quittée. Tout le monde l'a abandonnée. Et au moment le plus difficile du plus grand désespoir, il s'est passé quelque chose qu'elle ne pouvait pas prévoir. Le fils disparu de Madame Kuhn s'est apparu sur le pas de sa porte. Anna-Marie a regardé l'homme d'un air indifférent, masculin, ce qu'on appelle brutal. Elle demande sans expression, sans même de sarcasme. Un vrai fils, et un vrai père. Ces derniers temps, elle avait été trompée tant de fois qu'elle n'était même pas surprise par l'apparition de cet inconnu et par ses paroles. Mais il semblait surpris de sa méfiance. Eh bien, oui. Madame Kuhn c'est ma mère, et Mario est mon fils. Et oui, je sais déjà que maman n'est plus là, mais Mario, où est-il? Les voisins ont dit que vous l'aviez adopté, ou que vous l'aviez pris en charge. Je n'ai pas bien compris. En garde. Il est ici avec la nounou. Vous pouvez voir à quoi je ressemble après l'accident, dit Anna-Marie en tapant sur l'accoudoir du fauteuil et en criant dans la maison. Hélène, amène Mario ici, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, j'ai des documents. Tout est en ordre, dit l'homme en posant une pile de papier sur la table devant elle. Mais Anna-Marie n'y jette même pas un coup d'œil. Pourquoi ai-je besoin de vos documents? Je sais déjà parfaitement comment ces documents sont fabriqués. Que voulez-vous de moi? Prendre Mario ou obtenir de l'argent? À ce moment-là, la nounou est entrée avec Mario. Ils se saluèrent et le garçon regarda avec surprise cette étrangère qu'il ne connaissait pas. Il avait du mal à reconnaître son père, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 2 ans et à qui il avait dit au revoir pour la dernière fois alors qu'il n'avait que 3 ans. Tu ne le reconnais pas, Mario? Demanda Anna-Marie. Mario, dit l'homme en pâlissant soudain et en lui tendant la main.
Le garçon semble reconnaître, ou espérer quelque chose dans ses yeux, mais il ne peut pas encore y croire. Il s'approcha donc d'Anna-Marie et lui prit la main. « Anna-Marie, est-il venu pour moi ?» demanda-t-il un peu effrayé. « Il semble que oui, mon petit. L'homme dit qu'il est ton père. Mario, tu ne te souviens pas du tout de moi? Comment nous nous sommes balancés sur les balançoires? Comment nous sommes allés à l'exposition d'oiseaux? Tu avais peur du perroquet. Il était si grand et si coloré. Il a crié fort. » Le garçon a répondu, incertain. « Exactement, » dit l'homme. « Quel mot a-t-il dit? Tu t'en souviens? » Il a dit, « Allô » dit le petit, incertain. Il serre plus fort la main d'Anna-Marie, apparemment il a toujours peur de cet homme et ne veut pas qu'on l'emmène. « Est-ce que je dois venir avec vous ou quoi? Je veux rester ici avec Anna-Marie. Je l'aime, dit-il. La voix tremblante. Allez, n'aie pas peur. Et toi, Anna-Marie, n'aie pas peur non plus. Je ne vais emmener personne. Je veux juste savoir que tu es là, que tout va bien, et te rendre visite jusqu'à ce que Mario s'habitue à moi, et peut-être que nous deviendrons amis. Comme tu peux le constater, tout va bien entre nous, dit Anna-Marie en tapotant de nouveau son accoudoir. Je commençais franchement à craindre que tu veuilles m'enlever le petit, car il est le dernier lien qui me rattache à la vie. Mario, va jouer avec Tania pour l'instant. Je dois parler à ton père. Quand le garçon est parti, elle se tourne à nouveau vers l'homme. D'accord, tu n'as pas besoin du garçon, mais de quoi as-tu besoin alors? D'argent? De l'argent? Et pourquoi n'aurais-je pas besoin de mon fils? Je viens de dire que je n'allais pas le prendre tout de suite, mais je vous demande vraiment la permission de communiquer avec lui. Et qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans? Je ne comprends pas. Vous ne me croyez pas, apparemment. Je ne crois personne. Ces dernières années, j'ai été trompée tant de fois, et tout cela pour de l'argent. Et vous, disons votre fils Madame Cohn c'est le père de Mario, disons que vous n'avez pas besoin d'argent, mais d'une sorte de communication avec votre fils. Mais vous n'êtes pas venu ici depuis presque 3 ans. C'est très long, il faut l'admettre. Je comprends qu'il puisse y avoir de nombreuses raisons, mais tout de même, vous avez quitté votre mère malade et votre petit enfant, et vous n'avez même pas fourni d'informations sur vous. Je ne parle même pas de les aider financièrement. C'est pourquoi non seulement je ne te crois pas, mais je ne te comprends pas non plus, comme tu le souhaites. Oui, c'est difficile à croire. Je ne l'aurais pas cru moi-même. Je peux expliquer la raison de ma longue absence. Mais l'histoire est totalement invraisemblable. Il sera beaucoup plus difficile de me croire que de croire que je ne suis qu'un vaurien qui s'est enfui, erré quelque part et est revenu. Et c'est probablement ce que vous pensez. Je ne pense rien du tout. Qu'est-ce que ça peut me faire? Que vous ayez erré ou que vous ayez été kidnappé par des extraterrestres, cela m'est égal. Je comprends qu'il vaut mieux que Mario soit avec son père biologique, surtout s'il est en bonne santé, plutôt qu'avec moi. Je suis pratiquement une épave. Je ne pourrai probablement jamais me lever, quoi qu'en disent les médecins. Et quel genre de tuteur puis-je être? Je vivrai avec l'argent restant, et puis quoi? L'argent de la pension et de la tutelle de l'Amiga. Alors bien sûr, viens chez nous. Laissez Mario s'habituer à vous, et avec le temps, vous pourrez l'emmener. Où habitez-vous? Dans l'appartement de Madame Cohn? Oui, je suis son héritier direct. L'environnement y est familier à Mario. Bien sûr, il est plus à l'aise ici, mais ce n'est pas grave. Vous avez dit que les médecins vous avaient promis la guérison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils promettent? Ils comprennent que j'ai de l'argent, alors pourquoi ne pas essayer de me soigner? Je n'accepterai le traitement que si la guérison est possible. Sinon, à quoi bon? Ils commenceront à me faire tourner en rond, à m'opérer, puis à me restaurer,
puis à m'opérer à nouveau, et à me torturer avec des exercices. Je ne sais pas quoi d'autre, et cela pourrait prendre des années et le reste de mon argent, mais cela en vaudra-t-il la peine? Qui le sait? Pourquoi cela n'en vaudrait-il pas la peine? Les gens se rétablissent même après les pires accidents. Peut-être pas complètement, mais quand même. Je vous remercie. Vous m'avez réconforté, bien sûr, mais vous voyez, je ne peux plus me battre, si vous saviez ce que j'ai dû endurer l'année dernière. Oh! Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Peut-être que cela me rachètera à vos yeux et vous donnera quelques idées. Eh bien, si vous avez le temps, dites-le-moi. Attendez, je vais appeler l'assistante. Elle va chercher quelque chose, au moins du thé. Ou peut-être voulez-vous manger quelque chose? Pas vraiment. Il y aura peut-être du thé et des encas. Vous vous lasserez de mon histoire, et bien sûr, vous ne croirez rien. Il n'y aura pas d'extraterrestre, dit l'homme en souriant. L'assistant est entré, a mis la table, a aidé Anna-Marie et est parti. Alors, ma mère vous a probablement dit que je m'appelle Patrick, et que je suis allé travailler dans le Nord par rotation. Et en fait, tout se serait bien passé là-bas, j'aurais gagné de l'argent. Il ne me serait rien arrivé. Comme pour d'autres personnes. Mais un jour, j'ai décidé de prendre des photos de la nature sauvage. Quel idiot j'étais. Je me suis éloigné du chemin. Je pensais que ce n'était pas grave. Je reviendrais à notre campement, car le chemin était connu de tous. Mais je me suis trompé. J'ai débouché sur un espace ouvert, et c'est alors que le blizzard a commencé. Quel genre de blizzard? Je n'avais jamais vu ça auparavant. Il n'y avait que de la neige et rien d'autre. J'ai marché, j'ai crié et je me suis apparemment éloigné de plus en plus de notre camp. J'aurais dû rester au même endroit. Mais j'ai décidé qu'il fallait que je bouge pour éviter de geler. L'ours est alors sorti de nulle part et nous avons littéralement couru nez à nez. Je ne voyais rien. Je n'avais pas de fusil, rien. Mais je suppose qu'il n'avait pas envie de se frotter à un humain. Il m'a juste poussé un peu hors du chemin. Mais ça m'a suffi. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, ou qui sait combien de temps plus tard, le chasseur qui chassait l'ours m'a trouvé. Il m'a trouvé gelé et inconscient. Il m'a ramené à sa hutte. Il ne savait pas d'où je venais. Mais il ne pouvait pas me laisser là. Il a commencé à me soigner. Mais n'a-t-il pas appelé les médecins? Il devait avoir un lien avec le monde. Ce n'est pas un simple ermite, n'est-ce pas? Anna-Marie est captivée par l'histoire, mais ne peut s'empêcher de faire une remarque. Bien sûr qu'il l'aurait fait, mais la connexion était rompue et il n'y avait aucun moyen de la réparer. Et il n'y a aucun moyen d'appeler un médecin ou qui que ce soit d'autre. Et même s'il pouvait rester en contact pendant un certain temps, l'équipe de secours ne viendrait pas de toute façon. Oui, parce qu'il n'y a aucun moyen de l'atteindre. Mais c'était un homme d'expérience et il savait comment donner les premiers soins pour tous les accidents, les gelures et tout le reste. J'ai repris mes esprits, mais je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais même pas de mon nom et de mon prénom. Je ne savais pas comment je m'étais retrouvé dans les bois, ni l'adresse de ma ville. Le chasseur ne s'est donc pas beaucoup inquiété. Il savait qu'un jour, je retrouverais la mémoire. Pendant que je récupérais l'été passé, j'ai repris mes esprits, je me suis souvenu de qui j'étais, d'où je venais et j'ai expliqué où je travaillais. Le chasseur m'a dit, il n'y a pas de camp là-bas. Ils sont partis. J'étais choqué. Le garde-chasse m'a dit d'attendre que l'équipe de secours vienne vous chercher. Mais combien de temps dois-je attendre? Demandai-je. Il m'a répondu, aussi longtemps qu'il le faudra. C'était un homme sombre, peu enclin aux discussions à cœur ouvert. Mais je n'avais pas non plus envie de m'asseoir et d'attendre. C'était le printemps, il n'y avait plus de neige. J'ai dit, je vais y aller moi-même.
Dis-moi simplement quelle direction prendre. Je retrouverai mon peuple, ou du moins une certaine civilisation. Je dois rentrer chez moi. Ma mère et mon fils sont là. Va où tu veux. C'est une forêt. Il n'y a pas de panneaux indicateurs? Dit-il. Et tu n'iras nulle part. Tu vas encore tomber sur un animal. Et je ne sais pas si je te retrouverai. Parce que je ne suis pas là pour chercher des vagabonds fous. Et l'hiver arrive. L'hiver passa, et ce n'est qu'en été qu'il accepta de m'aider à retourner à la civilisation. Comme vous le voyez, il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici sans argent ni papier. Il le fallait, mais j'étais en retard. Bien sûr, c'est dommage pour ma mère. Anna-Marie soupire et commence à raconter comment elle a rencontré Madame Kuhn, comment cette gentille et vieille enseignante l'a aidée. Mario ne sait toujours pas que sa grand-mère est partie. Je ne sais pas comment lui en parler. C'est sans doute une erreur. Après tout, ma mère aussi est morte quand j'avais 3 ans, et on ne m'a rien dit pendant longtemps. Et je l'attendais. Je m'en souviens. On dit que les enfants oublient vite, mais ce n'est pas si simple. Et surtout, on n'oublie jamais les personnes aimées et chères. Eh bien, certaines personnes méritent d'être oubliées, et le plus tôt sera le mieux, ainsi que toutes sortes de désagréments. J'espère que Mario se souviendra de moi. Il commence déjà à se souvenir de certaines choses. Et bien sûr, je ne vous l'enlèverai pas tout de suite. Mais j'aimerais lui rendre visite le plus souvent possible, si tu es d'accord. Bien sûr, vous devez vous habituer l'un à l'autre, votre père et votre fils, alors que je ne suis qu'un étranger, handicapé de surcroît. Si j'étais en bonne santé, peut-être auriez-vous décidé de vous abandonner à cette maladie. Vous n'allez pas vous faire soigner, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. C'est une mauvaise opinion assez stupide. Désolé, réfléchissez Y. Qu'est-ce que j'aurais obtenu si j'avais décidé de mourir tranquillement quelque part au fin fond de la forêt du Nord, dans une cabane sans le moindre confort et sans aucun signe de civilisation? Ce chasseur m'aurait soigné contre mon gré. Il m'a dit que si je ne voulais pas travailler sur moi-même, je pouvais mourir et qu'il n'était pas ma sœur de miséricorde. Moi, citadin, je n'ai pas tout de suite adhéré à cette lutte. J'attendais que l'on s'occupe de moi, que l'on ait pitié de moi. Et quand j'ai compris que personne ne le ferait, j'ai dû le faire moi-même. Et j'ai réussi. Le chasseur a admis plus tard qu'il ne pensait pas que je me lèverais et ne croyait pas que j'essaie de vous persuader ou quoi que ce soit d'autre, mais non seulement vous vous rendrez malheureux, mais vous ne pourrez pas non plus aider Mario. Je vois à quel point mon fils est attaché à vous. C'est pourquoi je ne veux pas me précipiter pour vous l'enlever. Voulez-vous que Mario porte des casseroles pour vous quand il sera grand, surtout s'il n'y a plus d'argent pour embaucher une aide-soignante? Je vais aller au foyer pour handicapés, dit Anna-Marie. C'est une excellente solution, surtout pour une jeune et belle femme. Je ne rêve pas d'une chose pareille, dit Anna-Marie en retenant à peine ses larmes. Anna-Marie s'écrie. Je veux vivre, mais comprenez-moi. C'est très effrayant. L'opération de la colonne vertébrale. Après l'opération, je peux devenir complètement handicapé. Il est possible que je ne puisse même pas m'asseoir dans un fauteuil roulant. Je serai une bûche. Tu crois que c'est mieux? Je ne pense pas, mais ce n'est pas bon de rester assis ici non plus. Tu as de l'argent, tu pourrais trouver un bon médecin pour t'aider. Anna-Marie avait envie de lui crier dessus, comme elle le faisait d'habitude, mais il lui était facile de lui dire qu'elle avait traversé tant d'épreuves et qu'elle ne pouvait pas risquer le peu qu'il lui restait. Mais elle regarda les cicatrices laissées sur ses bras par le gel ou peut-être par les griffes de l'ours. Ambitieuse, elle s'écria. Je suis désolée. Mais c'est très dur pour moi. Je suis seule. Je n'ai plus confiance en personne. Je n'ai plus confiance en personne. Je n'ai tout simplement pas la force. Comment savoir quel médecin est bon et quel autre ne l'est pas?
Comment savoir si je vais réussir à faire de la rééducation ou non? Qui viendra dans mon hôpital? Que arrivera-t-il à Mario? Je pense que tout le monde sera heureux de me voir mourir. Eh bien, c'est ça. Arrête de pleurer et d'avoir peur. Je te comprends bien. Autant qu'un homme puisse comprendre une femme, oui, c'est plus difficile pour toi, mais il faut que tu vives. Et je veux que tu vives pleinement ta vie. Demain, j'essaierai de tout savoir sur votre blessure, l'opération, le degré de risque et tout le reste. Et je vous dirai tout. Vous pourrez alors décider de ce que vous voulez faire. En attendant, si vous le voulez bien, je vais discuter un peu avec Mario avant de partir. Anna-Marie se contente d'acquiescer. Les paroles de Patrick l'avaient laissée très perplexe. Laissée seule, elle réfléchit sérieusement à ses paroles. Avait-elle raison de refuser d'essayer de retrouver la capacité de marcher? Oui, l'opération ne sera pas facile, et les médecins ne le cachent pas. Mais en la refusant, elle se rend la vie encore plus difficile. Et pas seulement la sienne, d'ailleurs. Elle est un fardeau pour tout le monde, y compris pour la femme qu'elle a engagée comme infirmière. Anna-Marie elle-même commence à remarquer que son caractère se dégrade. Autrefois jeune et déterminée, elle devenait peu à peu capricieuse, pleurnicharde, exigeante et nuisible. L'infirmière qui s'occupe d'elle semble supporter son comportement par pitié. Mais combien de temps cela pourrait-il durer? Anna-Marie ferme les yeux de honte en se rappelant comment elle se comporte parfois. Lorsque Patrick est passé lui dire au revoir, elle a demandé, « Si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous vous renseigner sur l'opération? » Ça ne peut pas continuer comme ça. L'homme a simplement levé le pouce en silence, la joie et l'approbation pétillant dans ses yeux. Les préparatifs de l'opération commencèrent le jour même. Le comportement et l'attitude d'Anna-Marie ont changé du tout au tout. Même si son état n'a pas changé, elle ne réclame plus d'attention particulière et tente de régler elle-même certains problèmes. Elle parle même au médecin que Patrick a trouvé pour elle et regarde l'avenir avec confiance. L'opération a réussi, mais cela ne signifie pas qu'Anna-Marie puisse immédiatement se tenir debout. Au début, ses problèmes semblaient s'être aggravés, mais Patrick et Mario ne l'ont pas laissé sombrer dans le désespoir. Ils lui ont rendu visite tous les jours à l'hôpital, l'ont soutenu et se sont réjouis de chaque petit succès. Enfin, le jour est venu où elle s'est levée avec l'aide de Patrick pour la première fois depuis l'accident. Ce n'était que le début de son rétablissement, mais Anna-Marie était convaincue qu'elle serait bientôt capable non seulement de marcher de manière autonome, mais aussi de reprendre pleinement sa vie d'avant. L'entreprise continue de l'inquiéter, mais pas seulement en termes d'argent. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas abandonner l'entreprise de son père. Alors qu'elle était encore à l'hôpital, elle a commencé à communiquer activement avec ceux qui dirigeaient désormais l'entreprise. Au début, c'était uniquement par téléphone, puis elle a commencé à les appeler pour qu'ils lui rendent visite à l'hôpital et les a rencontrés à la table, en costume d'affaires, après sa sortie. Tout le monde a compris qu'Anna-Marie revenait. Nous avons beaucoup perdu à cause des machinations de mon ancien adjoint et de ma maladie, mais je suis certaine qu'en travaillant ensemble, nous pourrons tout regagner et augmenter, a-t-elle déclaré lors d'une assemblée générale. Alors qu'elle se présentait pour la première fois au bureau en s'aidant de sa canne. Les employés ont accueilli ces paroles par des applaudissements. Parallèlement au rétablissement de ses compétences professionnelles, sa relation personnelle avec Patrick s'est développée. Elle a pris conscience du rôle qu'il a joué dans son rétablissement. Vous m'avez littéralement sauvé. Sans tes paroles, je serais encore dans un fauteuil roulant, à exiger de tout le monde, lui a-t-elle dit un jour. C'est parce que je suis tombé amoureux de toi, Anna-Marie. Oui, au premier regard, avec une personne malade et malheureuse, j'ai cru que tu te lèverais et que tu marcherais avec moi dans une robe blanche. Acceptes-tu d'être ma femme? Demanda Patrick. Son aveu était quelque peu inattendu, mais bienvenu. Anna-Marie sentait aussi qu'elle avait enfin rencontré quelqu'un qui ne la tromperait jamais,
et qu'elle aimait cette personne, peut-être pour la première fois. Bien sûr, je suis d'accord, répondit-elle, mais seulement quand je pourrai marcher sans ma canne. Mais elle n'a pas eu à attendre longtemps. Très vite, le marié et la mariée, rayonnants, ont exécuté leur danse principale lors d'une cérémonie solennelle.